Combo gagnant. La pause RH qui inspire. Combo, c'est la solution RH pensée par et pour les équipes terrain. Avec ce podcast, on donne la parole à des professionnels qui bousculent le secteur de l'hôtellerie-restauration et créent des environnements de travail attractifs et performants. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'accueille Alexandre, qui est créateur de la méthode Resto Success. Il aide les entrepreneurs de la restauration à lancer leur resto en clarifiant leur vision, structurant leurs projets et en activant leur croissance. Tout un programme. Alexandre, je vais commencer en te posant la question rituelle du podcast. C'est quoi ton combo gagnant au travail ? Je dirais que c'est d'abord d'être aligné avec les personnes avec lesquelles je travaille, donc les personnes que j'accompagne. Aligné humainement déjà, qu'on puisse communiquer dans des bonnes conditions et puis aligné sur un certain nombre de valeurs. C'est vrai que j'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir travailler avec les gens avec qui je me sens aligné et de refuser les gens avec qui je me sens moins en phase. Donc voilà, partager des valeurs, ça c'est important pour moi. Et ensuite, faire en sorte qu'à la fin, ce que je vais apporter puisse contribuer à améliorer le secteur, la restauration d'une manière ou d'une autre. Quand je me suis lancé dans l'accompagnement il y a plusieurs années, c'était vraiment mon idée de départ, c'est comment on fait pour changer un peu ces chiffres qui sont pas reluisants, faire en sorte que ce que je vais faire permet d'améliorer tout ça. Super, et on va commencer. Donc toi, tu as commencé ta carrière en tant que restaurateur. Pourquoi tu t'es lancé en resto ? J'ai commencé à bosser dans la boulangerie. Ok. Au départ, donc j'ai fait 3 ans de boulangerie. J'ai fait un CAP à Ferrandi, un CAP en 6 mois. C'était une formation accélérée, destinée à l'époque, c'était en 2000, donc c'est il y a quelques années, aux personnes qui venaient d'étrangers, récupéraient du savoir-faire français avec un CAP, puis repartaient à l'étranger. Aujourd'hui, Ferrandi a évolué et a pris une renommée depuis. Donc j'ai fait un CAP boulanger et j'ai fait 3 ans de boulangerie. Au bout de 3 ans de boulangerie, j'en ai eu marre et je me suis dit qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je peux faire pour voyager. J'avais envie de voyager et gagner de l'argent. Puis la restauration, c'était un truc de par mon histoire familiale et de par ma personnalité qui était dans ma tête depuis que j'étais gamin. Et puis je me suis dit, allez banco, je me lance dans la restauration. Et j'ai commencé tout de suite à voyager avec ces métiers que j'avais appris. Et donc ensuite, tu t'es lancé dans le conseil auprès des restaurateurs. Pourquoi tu as opéré ce changement ? Qu'est-ce qui t'a lancé vers ça ? Alors, avant de me lancer dans le conseil, du coup, j'avais fait pas mal d'années dans la restauration, en France, à l'étranger. J'avais fait du développement d'enseigne quand j'étais revenu de l'étranger. Je suis parti 4 ans à l'étranger. Quand je suis revenu, j'avais aidé un franchiseur à lancer une enseigne. Et à un moment donné, à force d'ouvrir les restaurants des autres, je me suis dit pourquoi pas ouvrir le mien. Donc j'ai ouvert un restaurant à Paris, à côté de Châtelet, que j'ai exploité pendant 4 ans. Et pendant ces 4 ans, je me suis rendu compte de pas mal de choses. La première, c'est, à titre personnel, malgré toute l'expérience que j'avais dans le secteur, parce que ça faisait quand même pas mal d'années que je maraudais dans le secteur, je me suis rendu compte qu'il me manquait quand même pas mal d'éléments pour réussir, et notamment cette partie gestion à travers les chiffres. Et les chiffres, c'était vraiment un sujet. Donc j'ai appris en marchant. Ça laisse des traces quand tu apprends en marchant dans un restaurant. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai réussi à bien m'entourer, puis je suis cette nature à jamais rien lâcher, donc j'ai réussi à m'en sortir et à remonter mon restaurant et surtout quelques années plus tard à le vendre et à récupérer mes billes. Donc ça, c'était l'avantage. Mais pendant ce temps-là, je me suis dit, il y a quand même des gens qui se lancent, qui n'ont pas tout le parcours que j'ai, peut-être cet état d'esprit. Et du coup, comment font ces gens ? Puis j'ai commencé à mettre le nez un peu dans les chiffres des échecs dans la restauration. Et là, j'ai vu que c'était catastrophique. Et j'avais envie de faire quelque chose. Et en parallèle, il se trouve que mon resto était à côté de la Bourse du Commerce, qui était à l'époque tenue par la CCI. Et à la CCI, ils avaient créé une formation qui s'appelait Céder ou reprendre un commerce de restauration. Et j'avais eu la chance d'être intervenant dans cette formation, donc j'avais eu mes premiers échanges avec des gens qui voulaient monter des restos, et surtout j'avais les premières réactions de gens qui étaient confrontés à « Ok, comment on fait pour ouvrir un resto aujourd'hui dans ce monde ?» Et donc, voyant ce que les gens avaient comme information et les outils qu'ils avaient à leur disposition, et moi ce que j'avais envie de faire après cette aventure de restauration, je me suis dit « Ok, je crois que j'ai envie de me lancer dans le conseil ». Et donc, quelques mots, aujourd'hui, quel type de profils font appel à toi ? C'est plutôt des gens qui ne sont pas issus du secteur à la base et qui veulent se reconvertir dans le secteur. J'étais à une époque aussi, quand je me suis lancé, c'était il y a quand même quelques années, il y a plus de 10 ans, où il y avait une émergence de nouveaux profils qui étaient des gens qui avaient fait des études, qui avaient des boulots dans la finance, dans le commerce, market comme autres, et qui à un moment donné avaient besoin de retrouver un peu de sens à leur vie, avaient envie de faire un switch. Donc c'est des gens qui sont plutôt minded business parce que voilà, ils sortent d'école de commerce, ils ont ce cerveau qui a été structuré par les études, mais ils se retrouvent pas dans leur travail. Et à un moment donné, ce switch s'opère et ils se demandent ok, comment je fais maintenant pour me lancer dans ce secteur, et comment je fais pour gagner du temps et être sûr que je me lance dans les bonnes conditions. Et moi j'interviens à ce moment-là, j'arrive avec les offres que j'ai créées à attirer ce genre de personnes.
Donc les personnes que j'accompagne, c'est plutôt ce genre de profil. Et est-ce que ces personnes-là, ces profils-là, pour toi, c'est des profils parfaits, idéaux pour se lancer en restauration et que ça marche ensuite ? Non. Je pense que déjà, il n'y a personne en restauration qui peut se targuer de dire que ce qu'il va faire va marcher. C'est vraiment, pour que ça fonctionne, un resto ou un concept, c'est un ensemble de facteurs tellement complexes. Donc non, c'est pas des profils qui leur garantissent le succès. Surtout que beaucoup arrivent avec l'idée que ça va être facile. Donc il faut déjà rappeler ça, les premières règles. En fait, non, ça va pas être facile. Même si on simplifie, on donne à manger aux gens. Oui, on donne à manger aux gens, mais derrière, ça reste un business qui a une rentabilité qui est complexe. Il y a plein de choses à apprendre. Il faut à la fois être tourné vers l'humain, comprendre et être capable d'aimer et de jouer avec des chiffres. Il faut être capable d'être agile, il faut être capable d'avoir un minimum d'ambition, de se projeter. Donc il faut avoir une sorte d'empathie qui permet demain d'être en phase avec ses équipes, d'être en phase avec ses clients. Donc ça demande beaucoup de qualité. C'est pas parce que tu as fait des études que tu as toutes ces qualités. Donc non, aucune garantie de succès. Et avec toutes les personnes que tu accompagnes, c'est quoi un petit peu pour toi le challenge un peu récurrent, le point de blocage quand on monte son projet et qu'on lance son resto ? Je pense que la première grande difficulté que les personnes rencontrent quand ils veulent se lancer, c'est dans quel sens je pars. Donc c'est une sorte de méthodo. C'est ok, j'ai une finalité, je vais ouvrir un resto dans X temps, mais entre maintenant et X temps, qu'est-ce que je fais ? Par quoi je commence ? Je commence par chercher un local, je commence par faire appel à un archi, à créer ma marque. À quel moment je dois ouvrir mon site internet ? Enfin, tu vois, donc il y a énormément de choses. Mes recettes, est-ce que je les fais maintenant, pas maintenant ? Donc c'est plutôt cette manière de faire dans le temps. Donc les étapes, le séquençage des actions à mener pour arriver à un moment donné à ouvrir son restaurant dans les bonnes conditions. C'est ça la principale difficulté, c'est identifier le séquençage. Et toi, comment tu adresses ces sujets ? Ça doit être un peu au cas par cas, mais globalement, tu as une méthode, j'imagine ? Alors, c'est cas par cas parce qu'à la fin, tout le monde est différent et à chaque fois, les idées sont différentes et donc les concepts sont différents. Mais néanmoins, il y a quand même, pour réussir, selon moi, des étapes à respecter. Pour ma part, j'ai formalisé une méthode qui s'appelle Resto Success qui permet justement de suivre un certain nombre d'étapes dans un ordre que moi j'estime être logique pour à un moment donné s'assurer d'avoir le projet le plus fiable possible. Dans un premier temps finançable, parce que l'objectif c'est d'abord de trouver des financements pour concrétiser son projet, et ensuite une fois qu'on a trouvé ces financements et qu'on a ouvert son resto, être fiable dans le temps, donc être rentable et tenir le plus longtemps possible. Et tu peux nous en dire un peu plus sur cette méthode ? Ouais, je peux t'en dire un peu plus. Donc, c'est une méthode que j'ai modélisée il y a quelques années avec pas mal d'apprentissage. Mon apprentissage à moi, terrain, puis toutes les personnes que j'ai accompagnées. On part toujours de c'est quoi tes intentions ? Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est quoi ton idée ? Parle-moi de ton idée. Et puis à partir de là, on tricote le projet. On commence toujours par les 3 piliers, ce que moi j'appelle les piliers fondamentaux. C'est l'offre, le positionnement et la cible. Tu peux le prendre un peu dans le désordre, mais ça marche toujours. Tant que ce triptyque n'est pas solide, béton, on ne peut rien faire après. Et d'ailleurs, parce que j'ai été confronté souvent à cette question, l'emplacement, la localisation, parce que d'ailleurs l'emplacement c'est quoi ? C'est l'emplacement dans l'espace, mais c'est aussi à un moment donné un lieu, donc une boîte avec 4 murs. Donc ce que moi j'appelle plutôt la localisation avec l'emplacement, c'est l'ensemble du local, donc des 4 murs, à un endroit dans l'espace. Et ça là, cette résultante, que beaucoup pensent être un point de départ, en fait c'est tout le travail qu'on aura fait en amont qui va permettre de définir où est-ce qu'est cette localisation idéale, où est-ce que je peux m'installer pour être sûr de trouver mes clients, mon positionnement sera bon ici et que mon concept rencontrera sa cible. Mais donc ça veut dire que des personnes qui ont, mettons, des chaînes de restauration doivent à chaque fois adapter leur resto à l'endroit où ils sont ? Ceux qui ont des enseignes ou des chaînes, comme tu dis, c'est des gens qui à un moment donné sont capables de définir qu'est-ce qui a fait leur succès à un endroit et donc ils cherchent à un moment donné à répliquer ce succès à un autre endroit. Donc ce qu'ils devraient faire au préalable, c'est définir les critères de réussite à cette localisation. Ok, il y a tel critères environnementaux autour, ma surface a fait tel, j'ai tel critère technique dans mon local. Et puis à un moment donné, retrouver dans l'endroit où ils veulent s'installer les mêmes critères à un autre endroit. Et c'est là qu'à un moment donné, on peut se dire, ok, j'ai réussi à cet endroit avec ces critères, là je retrouve à peu près les mêmes critères, je peux y aller. Et toi, donc ça fait 20 ans que tu côtoies ce secteur. C'est quoi pour toi les plus gros changements qui se sont opérés en 20 ans ? Un des plus gros changements, c'est un peu celui que je t'ai évoqué tout à l'heure et que moi j'ai observé au moment de la crise financière de 2008, c'est ces reconversions. Ces reconversions dans le secteur qui s'est cumulé avec d'autres choses d'ailleurs. C'est le regard qu'ont eu les gens sur ce que moi j'appelle les métiers de bouche et les diplômes des métiers de bouche. À une époque, tu disais que tu étais pâtissier, boulanger, que tu avais fait un CAP, on te regardait un peu bizarre, on avait tendance à penser que c'était un peu la voie de garage. Ça a duré quand même assez longtemps et à un moment donné, avec toutes les crises que notre société a rencontrées, il y a eu des besoins, je pense, pas mal de gens qui se sont dit « Ok, être derrière un bureau, dans un open space, à la Défense, ça n'a pas vraiment de sens, j'apporte pas grand-chose à la vie,
Je m'apporte pas grand-chose à moi, je taffe pour un patron qui en a rien à foutre de moi. Qu'est-ce que je peux faire ? Puis après, il y a tout l'imaginaire qui vient. Ok, moi j'aime bien recevoir mes potes, j'aime bien faire à bouffer. Ma grand-mère, quand elle me faisait à manger, ça me rappelle des souvenirs. Comment je peux, à un moment donné, amener un peu de plaisir dans ma vie avec un boulot ? Et donc voilà, ça a commencé à changer à ce moment-là où des gens se sont dit « Ah, mais en fait, si je faisais, je sais pas, peut-être boulanger, charcutier, fromager, puis après la restauration, est-ce que je peux à un moment donné faire de la cuisine ?» Et donc c'est ces changements que j'ai constatés. Un amour qui est né pour ces métiers, et donc du coup ces diplômes, il y a eu plein après de manières de passer ce diplôme, et puis des gens qui se sont lancés alors qu'ils étaient avant tout autre chose, qui avaient fait des années d'études et qui ont tout plaqué pour dire « Bah non, les gars, maintenant je ferais fromager, quoi ». Ça, c'est un gros changement que j'ai observé. Et du coup, par la même occasion, le type de restaurateur. Avant, c'était plutôt des profils, ce que moi j'appelle chefs, des gens qui avaient fait des CAP, BEP dans des écoles, qui avaient été apprentis dans une cuisine ou dans une salle, et puis qui travaillaient avec un patron, et à un moment donné, avaient un peu de sous ou étaient aidés par le patron pour monter son resto, donc ça fait un peu vieille école, mais pendant longtemps, quand même, on avait ces profils vraiment issus des études de restauration, des métiers de base. Là, maintenant, on a des nouveaux profils qui ne sont pas du tout issus de ces métiers à la base, qui se reconvertissent. Et t'as pas eu l'impression aussi qu'il y a eu un switch qui s'est opéré pendant le Covid ? Le Covid a eu plein d'effets, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont aussi rencontré des difficultés pendant cette période. Donc des gens qui avaient fait le switch avant, le Covid les a aussi interpellés en se disant « Ah ok, en fait, quand j'étais dans mon boulot, avant que je me reconvertisse, j'avais une sécurité, même si ça me plaisait pas trop, j'avais quand même à la fin un salaire qui tombait, j'avais des horaires normaux, je faisais du lundi au vendredi, à 18h j'étais chez moi, ou en tout cas je pensais plus au taf. C'est vrai que la restauration c'est pas trop ça. L'effet Covid, sur certains profils, certaines personnes, ça a eu plutôt l'effet inverse de dire « Ok, j'arrête ». Et je repars dans ce que je savais faire avant. Mais j'ai pas constaté en tout cas plus au moment du Covid que des précédentes crises de je plaque tout et je me lance dans la restauration. Et est-ce que tu accompagnes également tes clients sur tout ce qui est RH, recrutement, comment former une équipe, comment les onboarder ? Oui et non. C'est-à-dire que dans le cadre de la méthode, on a une étape qui est la dernière étape qui met les grandes bases sur comment on recrute. Je donne des bonnes pratiques. Je peux même donner des conseils de personnes qui font aujourd'hui du recrutement. C'est pas ma spécialisation. Je suis pas là pour aller recruter les équipes avec la personne. Je peux aider à écrire une fiche de poste. J'aide bien sûr au moment où on écrit le concept à déterminer le type de profil dont on aura besoin pour faire tourner le restaurant. Mais voilà, ça va s'arrêter là. Justement, dans le fait de recruter, créer une équipe, toi, tu donnes quoi comme premier conseil ? Comment on recrute une équipe qui fonctionne bien, qui roule ? Alors, c'est pas un secret, mais c'est vrai que les RH en restauration, si c'est pas le premier point noir, en tout cas, c'est dans le top 3. C'est vrai que c'est toujours une difficulté pour, je pense, n'importe quel type de restaurant, n'importe quel restaurateur, de recruter et surtout de garder des équipes. Il n'y a pas de recette vraiment magique. Je pense que par contre, on est quand même à une époque où négliger le bien-être de ses salariés, c'est passé complètement à côté des changements qui sont opérés dans nos sociétés. Donc c'est important aujourd'hui d'amener des bonnes conditions de travail à ses employés. Et je te donne un exemple, parce que j'ai récemment vu le cas et ça m'a interpellé, tu vois, mais quand tu as des fûts de bière que tu dois descendre dans une cave et que tu as des escaliers pentus où le salarié pourrait basculer en 2 secondes avec son fût de bière dans l'escalier, moi j'ai vu ce cas dans le cadre d'une personne qui voulait reprendre un local. Je lui ai dit mais ça c'est plus possible aujourd'hui, on peut plus. Et ça faisait 20 ans que le gars faisait ça, le prédécesseur, hein, que ses employés descendaient le fût de bière à la main comme ça à bout de bras. Et moi j'ai dit tout de suite, il faut que tu penses à mettre un monte charge. Dans tes budgets tu mets un monte charge. Comment on peut imaginer qu'aujourd'hui, des gens vont continuer à faire ça pendant 5-10 ans, descendre des fûts de bière à bout de bras dans les escaliers ou tous les jours risquent de mourir. Pour moi, mettre un monte charge, c'est amener des conditions de travail. Ça reste un budget, un investissement au départ, mais il faut le compter pour demain éviter d'avoir du turnover. Donc des investissements au départ pour fidéliser ses employés, c'est important. Moi, je me rappelle à l'époque où j'ai recruté, quand j'avais mon resto, je regardais toujours ce que faisaient les gens en dehors de leur travail. Je regardais leur hobby, leur passion. Et en fonction de ça, j'arrivais à me faire une idée de comment pouvait penser la personne. Si elle avait voyagé aussi, je trouvais ça important. Et donc, moi, j'aimais bien regarder ce qu'ils faisaient en dehors de leur travail. Et à un moment donné, je recrutais plus sur les compétences. Je recrutais vraiment sur la manière de s'exprimer, la motivation et l'ouverture d'esprit. C'était ça qui m'intéressait. Après, je pense que si t'es un peu câblé, tout peut s'apprendre. Tu parlais tout à l'heure de rentabilité. Nous, on a une stat qui fait un peu peur, c'est qu'un resto sur 3 ferme avant de passer le cap de la première année. Donc c'est un secteur quand même qui est en difficulté sur plusieurs points. À ton avis, pourquoi cette stat existe ? Écoute, pour plein de raisons. La première, en tout cas que moi j'ai identifiée après toutes ces années, c'est le manque de préparation. C'est je pense avoir une bonne idée, j'ai fait des études ou quelqu'un m'a dit que mon truc était génial. Par le hasard, j'arrive à faire financer tout ça et je m'installe. Mais en fait, je ne me suis pas vraiment attelé
à bien comprendre comment fonctionnait mon concept, à bien vérifier sur le papier avant d'ouvrir si mes chiffres tenaient la route. Est-ce que j'ai calculé le coût de revient de mes recettes? Est-ce que j'ai mis le bon prix de vente en face? Est-ce que ma masse salariale tient la route par rapport à ce que j'ai envie de vendre? Est-ce que mes budgets de com et de market ils sont adaptés à l'ambition que je me suis fixée? Voilà, tout ça, c'est des trucs qui doivent être analysés et testés avant de se lancer. Tester sur le papier, hein, c'est sûr que ça reste de la théorie, mais ça amène quand même des indicateurs. Et ça, je pense que pas beaucoup de gens le font. Ou en tout cas, quand ils le font, c'est pas très bien. Si t'as pas de méthodo, si tu l'as jamais fait, tu peux pas improviser, c'est pas possible. Et aujourd'hui, il y a quand même pas beaucoup de structures d'accompagnement, il y a pas beaucoup de gens qui accompagnent des gens qui veulent monter des restos. Donc il y a beaucoup de gens qui se lancent et qui ont un truc dès le départ qui est branlant en fait, qui est construit sur une espèce de château de sable. Et à la première difficulté en live, au moment où ils sont ouverts, bah bim, tu te prends la porte en pleine face. Et rattraper le tir, comme je te disais tout à l'heure, parce que ça m'est arrivé, rattraper le tir en exploitant, bah c'est compliqué. Si tu dois compenser des heures parce que ton personnel se barre, si tu dois aller faire de la com que tu n'avais pas imaginé, et que du coup, après ton service, tu dois aller courir après des entreprises pour aller créer des partenariats. Si, une fois que tu as fini toute ta journée, ton week-end, tu dois te plonger dans les chiffres parce que tu dois comprendre pourquoi ça marche pas. Tu es déjà rincé dès les premières semaines. Puis après, bah, c'est un effet boule de neige, quoi. Donc je pense qu'un manque de préparation et un manque de compréhension aussi, un peu ce que je te disais tout à l'heure, sur, à la fin, cette idée de localisation idéale. Emplacement local. Je pense que beaucoup de gens voient cet élément comme un élément fondamental, parce qu'il y a en plus des espèces de règles dans la restauration qui diraient l'emplacement, oui, c'est sûr. Mais c'est quoi un bon emplacement en vrai? Ce qui est un bon emplacement pour toi, ça sera peut-être pas pour moi, et pour lui, et pas pour elle. Donc ça veut rien dire un bon emplacement. Un bon emplacement en fonction de quoi? En fonction de ce que toi t'as envie de faire, ton concept, les ambitions que tu t'es fixées. Donc attention à cette notion d'emplacement et comment définir un bon emplacement. Et je pense que beaucoup de gens ne savent pas définir un bon emplacement pour leur concept. Et toi, c'est un secteur qui te laisse quand même optimiste sur la suite? Ouais, moi je suis de nature optimiste, donc je suis confiant dans le sens où c'est un secteur de toute manière qui est résilient. Il a connu beaucoup de difficultés depuis à peu près toujours. En tout cas, moi, depuis que j'y suis, j'en ai toujours entendu. L'être humain a besoin de se nourrir pour vivre, donc c'est un secteur qui existe depuis que l'être humain peut-être pas existe, mais en tout cas depuis que l'homme civilisé existe. On traverse des crises, il y en aura d'autres. Un des maîtres mots aujourd'hui, c'est d'être capable de s'adapter vite, pas attendre une année comptable, par exemple. Je pense que les difficultés arrivent vite. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, on l'a vu avec les différentes crises qu'on a traversées les dernières années, les grèves et autres. Si tu réagis pas vite, tu peux vite te laisser dépasser. Mais si tu as quelque chose de solide, que tu as bien fait le travail au départ, que tu as défini ta localisation de manière saine, et que derrière, tu engages les actions qu'il faut pour aller chercher des gens, et que ta promesse client est là, c'est-à-dire que annoncer quelque chose et derrière avoir tout le contraire en retour, bah, les gens ils sont pas dupes. Aujourd'hui, ils font attention quand même à leur argent. Si ça leur convient pas au premier coup, bah, ils iront chez le voisin. Si tout cet ensemble de facteurs est aligné, il y a quand même des chances de réussir, et la preuve en est, c'est qu'il y a quand même des gens qui réussissent aujourd'hui. Il y a des gens dans notre secteur en 2025. Et il y a des gens qui vont écouter ce que je suis en train de dire et qui se disent « Ouais, mais en 2025, tout le monde tire la gueule. » Oui, c'est vrai. Mais en parallèle de ça, il y a quand même des gens aujourd'hui qui gagnent de l'argent. Et heureusement d'ailleurs. On peut vivre de la restauration, on peut vivre très bien de la restauration, on peut se développer avec ce secteur. Il y a beaucoup de gens qui font des grandes choses. Donc je suis optimiste. Et petite question bonus, est-ce que toi, parmi tes clients, tu aurais une belle success story à raconter? Hier, j'ai vendu le resto d'une cliente que j'avais installée il y a 5 ans. Alors, tu vas me dire dans quel contexte, je m'explique. Il y a quelques mois, je me suis formé à l'immobilier commercial. J'avais besoin de me stimuler intellectuellement sur d'autres sujets que je ne connaissais pas. Et du coup, je me suis formé à l'immobilier. Et aujourd'hui, je suis en capacité de vendre des fonds de commerce en restauration, enfin tout type de biens en immobilier, mais je me suis spécialisé dans les fonds de commerce en restauration. Et quand je me suis lancé, je discutais en parallèle avec une cliente que j'avais installée il y a 5 ans. Et à cette époque, donc avant que je l'installe, elle avait été parmi les premières promotions d'un incubateur que j'avais lancé. J'ai lancé un incubateur en 2017-2018, c'était dans les premiers à Paris. Donc son concept, qui était quand même un concept de niche, c'était un concept de restauration végétarienne avec des produits exclusivement issus d'Île-de-France. C'est une personne, Ailoane, pour ne pas la citer, qui est d'une force de travail incroyable, qui a créé quelque chose de vraiment solide, une enseigne qui s'appelait Saisonneau. Ce parcours qu'on a fait ensemble, donc du début, où je l'ai aidé à l'installer, jusqu'à cette fin hier où elle a décidé, pour des raisons personnelles, notamment le fait qu'elle ait eu des enfants, elle avait envie de voir autre chose. L'aider à vendre son restaurant, c'est gratifiant pour moi à titre personnel, dans ma manière de faire, de pouvoir accompagner une personne dès le début, que la personne puisse vivre de son activité pendant toutes ces années, créer de quelque chose de très fort. Elle a eu plusieurs macarons écotables,
Ilona, elle a été souvent citée, elle a eu beaucoup de succès avec son resto, mais à un moment donné, elle a décidé de passer à autre chose. Elle a réussi à le vendre dans des bonnes conditions. Aujourd'hui, elle repart, elle est heureuse, elle passe à autre chose, elle va garder son activité de traiteur. Et voilà, c'est une success story pour moi, ça. C'est quelqu'un qui a fait ce qu'elle voulait, qui n'est pas du secteur à la base, qui a vécu de son projet, qui a mis en œuvre ses idées, sa passion, et qui, à un moment donné, a pu revendre dans des conditions qui lui permettent de faire autre chose aujourd'hui. Super, la boucle est bouclée. Merci beaucoup, Alexandre. Écoute, merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Combo Gagnant. J'espère qu'il vous a inspiré. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast. À bientôt!